C'est bon. Bismillah. Bonjour à vous tous. Donc, on va faire ensemble. On va faire ensemble les épithéliums, les tissus épithéliaux, c'est-à-dire on va voir en détail les définitions et quelques exemples. D'abord, une petite introduction à propos des épithéliums. Pour la première fois, les épithéliums ont été définis, ont été utilisés en 1715 par Ruysch pour désigner la peau qui recouvre le mamelon, tout son nom, c'est-à-dire épi, ça veut dire sur, éthel, ça veut dire mamelon. Et maintenant, on va voir à quel niveau on retrouve ces épithéliums au niveau de l'organisme. C'est-à-dire, au niveau de l'organisme, on remarque que les cellules sont hautement organisées, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas chaque cellule indépendamment, elles ne sont pas isolées les unes des autres. On les retrouve regroupées, et ces regroupements, on les appelle des tissus, donc ils sont regroupés en tissus. Et on remarque, c'est-à-dire on peut distinguer chez l'espèce humaine 4 grands groupes de tissus. Il y a des tissus de soutien. Vous avez déjà vu ça en histologie en cours, en histologie générale. On a le tissu conjonctif, on va en parler aujourd'hui. Il y a le tissu cartilagineux, c'est-à-dire le cartilage, et le tissu osseux, c'est-à-dire tous les os qui existent au niveau de l'organisme. Il y a aussi le tissu musculaire, on a les muscles. Rappelez-vous, on a vu en biologie, l'origine embryologique des différents tissus musculaires qui dérivent du myotome. Donc ça, on l'a vu au premier semestre. Et il y a le tissu nerveux. Le tissu nerveux, vous l'avez vu aussi, ce sont des cellules qui ont un rôle très important et qui dérivent de l'ectoblaste, origine embryologique de l'ectoblaste. J'ai oublié de vous en parler pour les tissus osseux. Pour les tissus de soutien, ils dérivent, l'origine embryologique, donc ils dérivent du mésoblaste paraxial et plus précisément du sclérotome. Par conséquent, le tissu musculaire, il dérive de myotome, dermomyotome, rappelez-vous, les tissus musculaires, tout ce qui est myos, ça veut dire muscle. Le tissu nerveux, rappelez-vous l'évolution de l'ectoblaste, qui donne le neuroblaste et l'ectoblaste superficiel. Le neuroblaste, c'est donne tout ce qui est nerveux, d'où le tissu nerveux. Et l'ectoblaste superficiel, on va donner, entre autres, le tissu épithélial. C'est-à-dire le tissu nerveux et le tissu épithélial, ils ont la même origine embryologique. Donc ils dérivent de l'ectoblaste. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est le tissu épithélial. Qu'est-ce qu'un tissu épithélial? Un épithélium. Quand on parle d'un épithélium, dès qu'on voit un groupe de cellules jointives qui sont juxtaposées les unes à côté des autres, ils sont liés les unes aux autres, on le qualifie d'épithélium. Maintenant, comment ces cellules restent jointives les unes aux autres? Là aussi, on l'a vu pendant le premier semestre en biologie cellulaire, on a vu qu'entre des cellules jointives, il y a des systèmes de jonction. Rappelez-vous, c'est ce qu'on appelait en biologie cellulaire la différenciation latérale. On parle de complexes jonctionnels, par exemple au niveau des cellules intestinales. Il y a les desmosomes, qu'on retrouve au niveau de la peau, au niveau qui font partie aussi du complexe jonctionnel. Au niveau de la peau, on trouve plusieurs desmosomes tout autour de chaque cellule, qui lient cette cellule aux cellules adjacentes. Et on remarque que ces cellules jointives juxtaposées ne sont pas toutes seules, ils sont toujours associés à un autre tissu sous-jacent, c'est le tissu conjonctif. Mais ils sont toujours séparés de ce tissu conjonctif par une structure qu'on appelle la membrane basale. C'est toujours des rappels du premier semestre de la biologie cellulaire. La membrane basale, on l'a vu, il sépare toujours l'épithélium du tissu sous-jacent qui est le tissu conjonctif qu'on appelle aussi le chorion. Et ces systèmes de jonction, c'est-à-dire le complexe jonctionnel, les desmosomes, les interdigitations, tout ça on l'a vu au premier semestre. L'interdigitation, rappelez-vous, on les avait au niveau
de l'épithélium de la paroi de la vessie. Ces systèmes de jonction permettent notamment la cohésion des cellules entre elles, ainsi que cette cohésion entre les cellules, c'est-à-dire les cellules restent jointiques les unes aux autres, et par conséquent, cette cohésion donc, permet à l'épithélium de se lier au tissu, ou de rester lié au tissu sous-jacent, qui est le tissu conjonctif ou chorion, et entre les deux, toujours, c'est ce qu'il faut retenir, on a toujours une barrière, si on peut l'appeler entre guillemets barrière, entre un épithélium et le tissu sous-jacent. Donc, un épithélium est toujours associé, il est toujours accompagné du tissu conjonctif, il est toujours au-dessus du tissu conjonctif. Ils sont toujours ensemble. Mais entre les deux, on a la membrane basale. Ça veut dire qu'il n'y a pas, au niveau du chorion, tissu conjonctif, vous l'avez déjà donné sur le général, il y a les capillaires, par exemple. Donc on trouve jamais, on va voir tout à l'heure des exemples, c'est-à-dire un épithélium, il n'est jamais vascularisé, à part toutes les exceptions, qui sont très rares. Par conséquent, même s'il y a des il y a des capillaires dans le chorion, on ne trouve pas dans les épithéliums, parce qu'on a cette membrane basale qui sépare l'épithélium du tissu sous-jacent. Maintenant, à quel niveau on peut trouver les épithéliums au niveau de l'organisme? Par exemple, donc on vient de le dire, ce sont des petites répétitions qui vont vous aider donc à bien assimiler. Le tissu épithélial, c'est un tissu fondamental qui est composé de cellules jointives ou juxtaposées. Et on va voir des exemples qu'on peut trouver des épithéliums formés d'une seule couche cellulaire ou plusieurs couches cellulaires. Ça dépend de la région, ça dépend de la localisation de l'épithélium. Et quand ces cellules jointives ou juxtaposées recouvrent l'organisme, le mot recouvre, on peut le dire aussi revête. Donc, elle recouvre l'organisme ou revête la surface de l'organisme. On l'appelle ainsi épithélium de revêtement. Par exemple, la peau, au niveau de la peau. Ou ce même type d'épithélium de revêtement, on dit qu'il tapisse les cavités naturelles de l'organisme. Ce sont à l'intérieur de l'organisme, et qui bordent les organes creux et forment ainsi ce qu'on appelle une muqueuse. C'est quoi maintenant la muqueuse? Tout à l'heure, on vient de dire qu'un épithélium est toujours associé au tissu qui se trouve sous-jacent, c'est le tissu conjonctif, et entre les deux, on a la membrane basale. Ça veut dire que épithélium, du moment qu'il est toujours associé au tissu sous-jacent qui est le tissu conjonctif, ensemble, ils forment ce qu'on appelle une muqueuse. Donc, quand ces muqueuses se trouvent, donc épithélium avec le chorion recouvre l'organisme, on appelle l'épithélium de revêtement. Ce même épithélium de revêtement qu'on trouve au niveau de la peau, on le retrouve aussi, il tapisse la surface interne des organes comme le tube digestif, par exemple. Donc, il s'agit d'une muqueuse, directement. C'est-à-dire directement dans la lumière, donc normalement, vous avez vu ça en TP histologie, directement par exemple au niveau de l'œsophage, tout autour, la lumière de l'œsophage, tout autour on a l'épithélium, et sur l'épithélium on a le tissu conjonctif. Ou bien, on peut trouver ces mêmes cellules jointives ou juxtaposées au niveau d'autres régions de l'organisme, mais en plus qu'ils soient jointifs, ils ont une autre fonction, c'est la sécrétion de produits. Comme par exemple, on a vu ça en biologie cellulaire, quand on a parlé des lysosomes, je vous ai donné l'exemple de pancréas exocrine, la partie exocrine du pancréas, qui sécrète les enzymes de digestion. Donc ce sont des cellules jointives qui sécrètent ces enzymes de digestion qui sont indispensables à la digestion au niveau de l'estomac et du duodénum. Et quand ces cellules ont une fonction de sécrétion d'un produit, on les appelle des glandes. Donc, on a des épithéliums de revêtement qui se trouvent soit au niveau de la peau, soit au niveau des faces internes des organes creux, tube digestif, œsophage, vagin, etc. Ou bien à d'autres régions de l'organisme qui ont, en plus d'être jointifs et juxtaposés et associés aussi au tissu conjonctif,
ils ont une fonction de sécrétion du gland de gland. Ils constituent ce qu'on appelle l'épithélium glandulaire. D'accord? Maintenant, quel est le rôle de ce tissu épithélial, quelle que soit sa localisation? Un épithélium, quand il se trouve au niveau d'une région bien précise, il a un rôle bien précis. C'est-à-dire un épithélium, c'est un tissu hautement spécialisé qui tapisse soit les surfaces et les cavités de l'organisme. Ses rôles sont très variés, on va le voir par la suite en détail. Il confère aux organismes une fonction propre en fonction de sa localisation, comme les échanges gazeux, par exemple au niveau des poumons, l'absorption des nutriments. Rappelez-vous, quand on a vu l'intestin au premier semestre, quand on a parlé des transports passifs des petites molécules, ici on a donné l'exemple de ces petites molécules qui sont transportées à travers la membrane plasmique sans qu'il y ait changement de la forme de cette membrane plasmique, c'est-à-dire à travers la bicouche des phospholipides. Et on a vu des exemples. Par exemple, on a vu le Symport. On a pris l'exemple, c'est un exemple qui est très caractéristique, c'est-à-dire l'absorption du glucose au niveau de l'intestin. C'est-à-dire, quand on mange des aliments, ils passent au niveau de l'estomac, ils sont digérés par les enzymes digestives qui sont sécrétées par le pancréas endocrine, donc c'est un épithélium glandulaire. Et après cette digestion, les nutriments arrivent au niveau de l'intestin, ils sont absorbés au niveau de l'intestin. Cette absorption qui se fait au niveau de l'intestin, pour le glucose, on a vu qu'il y a, quand on a une seule molécule qui transporte à la fois par le transport de type unipore, quand on a deux en même temps, c'est cotransport. Et pour le glucose, il pénètre en même temps que le sodium. Ce sont des rappels de biologie cellulaire de premier semestre. On parle d'un Symport. Ça veut dire en même temps, il pénètre en même temps. Donc l'épithélium intestinal, c'est un épithélium de revêtement, donc qui tapisse une cavité creuse de l'organisme, qui est l'intestin, et qui a un rôle d'absorption de nutriments. Ou encore la sécrétion de diverses substances biologiques, comme les enzymes digestives qu'on vient de voir pour le pancréas, ou tout simplement les hormones. Ça, on va le voir par la suite, je vais vous faire donc on va vous parler des glandes endocrines. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sécrètent des hormones, comme le pancréas endocrine qui sécrète l'insuline, par exemple, ou bien la thyroïde qui sécrète la T3 et la T4, etc. On va voir tout ça en détail par la suite. D'accord? C'est ça le rôle d'épithélium. Selon sa localisation, il a un rôle bien précis. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut reconnaître un épithélium selon, c'est-à-dire sur une coupe histologique. Normalement, si vous avez fait ça dans une coupe histologie, vous devez connaître ça, c'est-à-dire, par exemple, sur une coupe histologique. Ça, c'est une photo prise au microscope optique d'un épithélium. Et là, c'est un schéma illustrant cette photo-là. Quand on regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a plusieurs couches cellulaires. Donc, c'est un épithélium formé de plusieurs couches cellulaires. Pourquoi on voit les plusieurs couches cellulaires? Parce qu'on voit bien qu'il y a c'est un schéma. On a schématisé les membranes plasmiques. Par conséquent, on peut savoir combien de couches il y a. D'accord? Donc, c'est un épithélium. Et sur cet épithélium, on a le chorion. Maintenant, donc là, les cellules sont côte à côte, donc c'est un épithélium. C'est la définition d'un épithélium. Sur une coupe histologique, comment on peut reconnaître un épithélium? Un épithélium, on le reconnaît quand on n'a que des noyaux, comme on voit ici. On n'a que des noyaux, ça veut dire que c'est un épithélium. Pourquoi on voit ici sur une coupe histologique que des noyaux? Donc, si on a parlé de ça en biologie cellulaire, on a dit que la membrane plasmique, c'est une membrane qui n'est pas visible au microscope optique. Pourquoi elle n'est pas visible au microscope optique? Parce que son épaisseur, qui est de 75 angstroms, est inférieure au pouvoir séparateur sur le microscope optique. Le pouvoir séparateur du microscope optique, il est de 1000 angstroms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute structure inférieure à 1000 angstroms ne peut pas être observable au microscope optique. Sauf quand on utilise des colorants, pour mettre en évidence ces membranes plasmiques. Là, il n'y a pas de colorant, on n'a pas utilisé des colorants, donc on voit que des noyaux, donc c'est un épithélium, tout simplement. D'accord? Et voilà l'illustration de cet épithélium.
Maintenant, on va voir quelques caractéristiques générales aux épithéliums, que ce soit les épithéliums de revêtement ou des épithéliums glandulaires, c'est-à-dire qui sécrètent des substances. On vient de voir qu'un épithélium n'est pas tout seul, n'est jamais tout seul, toujours associé à notre tissu qui est le tissu conjonctif pour former une muqueuse. Donc ici, vous avez un épithélium sous lequel on a le tissu conjonctif et entre les deux, on a ce qui est coloré ici en PAS, c'est la membrane basale, ici en rouge. Et rappelez-vous, pour la formation de la membrane basale, on a vu ça aussi en biologie cellulaire, la membrane basale, elle est formée de la lame basale. Ça, on ne le voit pas au microscope optique, on le voit au microscope électronique. La transmission. Donc, elle est formée de la lame basale et des fibres de collagène 3, qu'on appelle aussi les fibres de réticulite, qui font partie du tissu conjonctif. Donc, un épithélium, il est toujours associé au tissu conjonctif pour former une muqueuse, mais il est toujours séparé de ce tube chorion par une membrane basale, ce sont ce qu'on vient de voir. Et pourquoi donc, par conséquent, ces cellules épithéliales sont des cellules vivantes. Qui des cellules vivantes, des cellules qui ont besoin de substances nutritives. Rappelez-vous, ce sont des rappels du premier semestre. En biologie cellulaire, on a dit, quand on mange des aliments, ils passent au niveau de l'estomac pour la digestion grâce aux enzymes sécrétées par le pancréas exocrine. Après la digestion, ces nutriments issus de la digestion passent au niveau de l'intestin. Ils sont absorbés au niveau de l'intestin. C'est un passage obligatoire. Après, ces molécules vont passer d'abord vers le sang, vers les capillaires. Et ce sont les capillaires qui distribuent ces substances nutritives au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Des cellules nerveuses, des cellules musculaires, toutes les cellules. C'est-à-dire, ces cellules épithéliales, elles aussi sont des cellules vivantes. Et on vient de voir on va voir tout de suite qu'un épithélium n'est jamais vascularisé, il n'y a pas de capillaire là. Ça veut dire qu'il se nourrit, du moment qu'il y a des capillaires dans le tissu conjonctif, cette nutrition se fait par l'intermédiaire de la membrane basale. C'est-à-dire, vous avez ces capillaires-là qui vont ramener les substances nutritives et à travers la membrane basale, ces substances nutritives vont passer dans les cellules épithéliales. Donc, ils se nourrissent, l'apport de substances nutritives et la même chose, après l'activité, les cellules éliminent des déchets qui vont passer vers les capillaires, toujours à travers cette membrane basale sur laquelle repose l'épithélium. Voilà un autre schéma. Mais en même temps, là, c'est le même schéma qui illustre la même chose de la photo précédente. La photo précédente, c'est une photo prise au microscope optique. Là, on voit le schéma avec les cellules épithéliales. En rouge, ce sont les jonctions qui lient les cellules épithéliales entre elles, ce qui leur donne cet aspect de liaison, de cohésion. Et lie aussi cet épithélium au tissu sous-jacent avec les hémidesmosomes. Rappelez-vous, on les a vus en biologie cellulaire. Entre l'épithélium, vous avez ici envers la membrane basale. Dans le chorion, il y a des capillaires et les substances nutritives traversent à travers la membrane basale, passent au niveau des cellules épithéliales. Maintenant, on va voir le rôle. On peut attribuer 3 rôles principaux à cette membrane basale. C'est-à-dire, si cette membrane basale existe, ou bien, autrement dit, si les cellules épithéliales nous apparaissent jointives entre elles, on a d'abord la présence de ces jonctions, mais aussi il y a la présence de la membrane basale qui participe aussi à la jonction des cellules épithéliales entre elles et qui s'organisent en tissu. Quand on parle d'une muqueuse, par exemple, muqueuse intestinale, muqueuse épidermique, etc., muqueuse gastrique. Quand on parle d'une muqueuse, c'est parce qu'on a toujours un épithélium associé au tissu conjonctif. Si cette association est maintenue, c'est grâce à la présence de cette membrane basale. Donc, la deuxième caractéristique, c'est que l'épithélium il est attaché au tissu sous-jacent grâce à cette membrane basale pour former ensemble la muqueuse. Le troisième rôle principal de cette membrane basale, c'est l'apport de substances nutritives aux cellules épithéliales. C'est ce qu'on vient de voir. Si cette membrane basale est là,
C'est parce qu'elle a un rôle de tri de substances qui doivent passer des capillaires vers les cellules épithéliales pour leur nutrition. D'accord? Troisième caractéristique générale, c'est qu'un épithélium n'est jamais vascularisé, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire, sauf quelques rares exceptions, il n'y a pas de capillaire au sein d'un épithélium. Et pourtant, on vient de dire que les cellules épithéliales sont des cellules vivantes. On va voir maintenant des exemples. Cas d'un épithélium formé d'une seule couche cellulaire. Cet épithélium, on peut l'appeler épithélium simple ou unistratifié. Uni, ça veut dire une, strate, ça veut dire couche. Quand il s'agit de ce type d'épithélium simple, toutes les cellules reposent sur la membrane basale et la nutrition se fait à travers cette membrane basale par simple imbibition, à partir des capillaires du corion. Donc le problème est résolu, toutes les cellules reposent sur la membrane basale et peuvent recevoir ces molécules de substances nutritives par simple imbibition à travers cette membrane basale. Donc il se fait alimentation. Donc c'est la même chose, je vais vous dire, les épithéliums sont dépourvus de capillaires, leur nutrition est assurée à travers la membrane basale. Voilà, c'est le schéma illustrant ce qu'on vient de voir. Un épithélium formé d'une seule couche cellulaire, la membrane basale qui est formée de la lame basale, plus les fibres de réticuline, au collagène 3, les capillaires qui existent dans le tissu conjonctif, et ces substances nutritives passent à travers la membrane basale pour arriver au niveau des cellules épithéliales qui sont des cellules pour vivre, ont besoin de ces substances nutritives. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'un épithélium qui est formé de plusieurs couches cellulaires. Donc on a dit, un épithélium peut être formé soit d'une seule couche, soit de plusieurs couches. D'accord? On a vu le cas d'épithélium formé d'une seule couche, comment il se nourrit. Maintenant on va voir comment un épithélium qui est formé de plusieurs couches, comment il se nourrit. Ces cellules superficielles, ce sont des cellules vivantes. Ça veut dire qu'elles ont besoin de substances nutritives. Mais en même temps, ce sont des cellules qui sont très loin du corion et par conséquent très loin des capillaires. Maintenant, on va voir comment ces cellules superficielles se nourrissent-elles. En effet, et uniquement au niveau de ce type d'épithélium, dans le cas d'un épithélium formé de plusieurs couches cellulaires, je ne sais pas si je vous ai défini, on l'appelle épithélium pluri, c'est-à-dire plusieurs strates, couches, ou pour simplifier, on parle d'épithélium stratifié. On a plusieurs couches, c'est un épithélium pluristratifié ou stratifié. Et uniquement au niveau de cet épithélium stratifié, on remarque que le corion forme des poussées en direction de la surface de l'épithélium qu'on appelle les papilles coriales. Pourquoi ces poussées? C'est pour que le corion, par conséquent les capillaires, arrivent à proximité de ces cellules qui se trouvent à la surface de l'épithélium et ainsi peuvent recevoir les substances nutritives. Ça c'est un schéma, regardez sur une coupe histologique vue au microscope optique. Regardez ici, on voit que des noyaux vus au microscope optique. On ne peut pas voir la membrane plasmique si on n'utilise pas de colorant. Généralement, on n'utilise pas de colorant, sauf quand on veut connaître la forme des cellules. Donc là, il n'y a pas de colorant, on voit que des noyaux, c'est un épithélium. Là, c'est le corion, donc corion plus épithélium, c'est une muqueuse. Et on voit ici que le corion forme des poussées, papilles coriales, pour que ces capillaires arrivent à proximité de ces cellules les plus superficielles et apporter des substances nutritives. Là, on vient de démontrer une première différence entre un épithélium formé d'une seule couche cellulaire et d'un épithélium formé de plusieurs couches cellulaires. La différence, c'est quoi? Un épithélium formé d'une seule couche cellulaire, toutes les cellules reposent sur un membrane basale. Donc le problème est résolu. Chaque cellule peut avoir ces substances nutritives par simple inhibition à travers cette membrane basale. Maintenant, quand on a un épithélium pluristratifié, on remarque qu'il y a des papilles coriales. Donc une première caractéristique générale
qui différencie un épithélium simple d'un épithélium pluristratifié, c'est la présence ou l'absence des papilles choriales. Un épithélium simple, c'est-à-dire pour définir un épithélium, parce qu'on va voir une exception de cet épithélium simple. La définition exacte d'un épithélium simple, c'est que toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Ça, c'est la définition d'un épithélium simple. Du moment que toutes les cellules reposent sur la membrane basale, il n'y a pas de papilles choriales. Quand on a deux ou plusieurs couches cellulaires, c'est un épithélium stratifié et on voit les papilles choriales. Donc il y a la présence des papilles choriales au niveau du stratifié, mais qui n'existe pas au niveau d'un épithélium simple. Voilà, une coupe au niveau de l'œsophage. Regardez, les papilles choriales peuvent atteindre même les couches les plus superficielles. Mais voilà, c'est une coupe histologique biomicroscope optique au niveau de l'œsophage. Et là, c'est la lumière de l'œsophage et les papilles arrivent jusqu'à la surface de l'épithélium. Là, je vais vous donner une petite caractéristique de ces papilles choriales. C'est-à-dire quand on regarde nos lèvres, les lèvres par rapport au reste du visage, ils ont une coloration rosâtre, ou bien la cavité buccale. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ces régions, on a plusieurs papilles choriales qui arrivent jusqu'à la surface de l'organisme. C'est ce qui donne cette coloration rosâtre à ce type d'épithélium de revêtement. En résumé, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la majorité des épithéliums, sauf quelques exceptions, n'est pas vascularisée. Par conséquent, leur nutrition est assurée à travers la membrane basale, grâce aux capillaires par l'intermédiaire, à travers la membrane basale. Cette diffusion, donc, il est facile pour les épithéliums monostratifiés parce que toutes les cellules simples, c'est ce que je viens de vous dire, toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Dans le cas d'un épithélium formé de plusieurs couches cellulaires, comme l'épiderme, l'œsophage, le vagin, etc., on remarque que les couches les plus superficielles sont très loin du chorion, par conséquent, on remarque qu'il y a formation de papilles choriales. Et quel que soit le niveau de la papille choriale, ça c'est très important, il n'y a pas de rupture de la membrane basale. C'est-à-dire, là, toujours, vous avez cette membrane basale qui va border, regardez ici, si je prends cette papille choriale, la membrane basale va border la papille choriale. Elle est toujours là pour séparer l'épithélium du tissu sous-jacent qui est le tissu conjonctif. Voilà quelques exceptions au niveau, par exemple, la strie vasculaire de l'oreille interne ou de la rétine, on peut trouver des capillaires au sein de l'épithélium. C'est ça quelques exceptions qui sont très rares. Le reste des épithéliums qui sont très nombreux au niveau de l'organisme, il n'y a pas de capillaire, il n'est pas vascularisé, pas jamais parce qu'il y a une exception. Maintenant, on va voir comment les cellules épithéliales peuvent se renouveler. Du moment que les cellules épithéliales sont des cellules vivantes, elles peuvent mourir. On va prendre d'abord le cas d'un épithélium formé d'une seule couche cellulaire, s'appelée épithélium simple. Quand une cellule dégénère, c'est la cellule qui est à côté qui va se diviser pour la remplacer. Et ces cellules qui sont responsables de renouvellement de l'épithélium, on les appelle les cellules souches ou cellules basales. Et la répartition de ces cellules basales est très variable selon qu'il s'agisse d'un épithélium simple ou pluristratifié. Quand il s'agit d'un épithélium simple, comme dans notre cas, les cellules sont isolées et intercalées entre les pôles basaux des cellules différenciées qui vont, à un moment donné, se dégénérer le long de la membrane basale. Regardez, on les voit ici. Vous avez ici un épithélium, on va le définir tout à l'heure, pseudo-stratifié. Vous avez laissé ça en rose. Ici, ce sont les cellules de remplacement. C'est la même chose pour l'épithélium formé d'une seule couche. Pseudo-stratifié, on va le définir tout à l'heure. Parce qu'elle répond aussi à la définition d'un épithélium simple. Ça veut dire, je peux vous donner une petite définition tout de suite. Ça veut dire que si on néglige ces limites cellulaires, parce que c'est un schéma de Lamé, les limites cellulaires, on va voir un premier niveau du noyau, un deuxième niveau du noyau, un troisième niveau du noyau. À première vue, on peut dire que c'est un épithélium stratifié. Mais, comme le montre ce schéma avec les
les limites, quel que soit le niveau de ces cellules, toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Ça veut dire qu'elle répond à la définition d'un épithélium simple, mais qui a l'aspect de stratifie, de son nom pseudostratifie. Par conséquent, c'est un épithélium simple, en réalité. Ça veut dire que les cellules de remplacement, qu'on appelle les cellules germinatives ou cellules basales, sont des cellules au pôle basal intercalées entre les cellules différenciées et forment, dans le cas d'un épithélium simple, une ligne discontinue de cellules qui sont prêtes à se diviser pour remplacer la cellule qui dégénère. Maintenant, dans le cas d'un épithélium formé de plusieurs couches cellulaires, appelé aussi épithélium stratifié. Les cellules qui dégénèrent, c'est au niveau de la superficie, comme au niveau de la peau par exemple. Celles qui le remplacent, ils forment la première couche de l'épithélium qui repose directement sur la membrane basale et forme une ligne continue de cellules en mitose, qu'on appelle les cellules germinatives, et l'ensemble de cellules germinatives forme ce qu'on appelle la cise génératrice. C'est-à-dire, si une cellule dégénère au niveau de la superficie, celle-là va se diviser pour la remplacer. Par exemple, au niveau de la peau, rappelez-vous, c'est-à-dire en été, on se bronze, on prend une certaine couleur, mais on remarque qu'au bout de 15 à 20 jours, on commence à perdre ce bronzage. Ça veut dire que les cellules de la couche superficielle de la peau se sont détachées. Et le fond d'épilation génératrice permet de mettre en place, de remplacer ces cellules qui se détachent. Ça, donc là, on peut mettre en évidence une deuxième différence entre un épithélium simple et un épithélium stratifié. Un épithélium simple, cette deuxième différence, c'est l'aspect de la cise génératrice. La première différence, on vient de le voir, c'est la présence ou l'absence des papiers cornéens. Deuxième différence, c'est l'aspect de la cise génératrice. Pour un épithélium simple, on a des cellules, ils forment une ligne discontinue au fond de l'épithélium, des cellules génératrices ou germinatives, alors qu'un épithélium stratifié, il forme la première couche d'épithélium qui repose directement sur la membrane basale, il forme une ligne continue de cellules en mitose. On la voit ici sur la coupe histologique vue en microscope optique au niveau de l'œsophage. C'est donc le texte, pour que vous ayez le texte sous vos yeux. Les cellules qui sont responsables du remplacement des appelle les cellules basales. Pour un épithélium stratifié, ces cellules basales forment une couche continue appelée assise germinative ou assise basale ou assise génératrice. Ces cellules sont engagées dans un cycle cellulaire à un moment donné. Si je vous ai donné l'exemple de la peau, rappelez-vous aussi, je reviens toujours au premier semestre, on avait en biologie cellulaire le cycle cellulaire. Je vous ai parlé de ce cycle cellulaire qui est formé de l'interphase et de la mitose. Dans l'interphase, j'ai parlé de la phase G1, S et G2. Et je vous ai donné les caractéristiques de chaque phase. Et ça, par exemple, pour les cellules épithéliales de la peau, les cellules germinatives qui sont au fond de l'épithélium sont bloquées en phase G2. Pourquoi ? Parce que les cellules épithéliales de la peau sont des cellules qui recouvrent l'organisme à la surface. Donc, on peut avoir aussi une petite cicatrice. Alors, ils sont là, ils sont donc bloqués en phase G2. Ils sont prêts à entamer une mitose en cas de besoin. Dans le cas normal, c'est renouvelé en permanence l'épithélium, mais quand on met une petite blessure au niveau de la peau, vous pouvez remarquer que la cicatrisation se fait rapidement. Parce que tout de suite, dès qu'on a une petite cicatrisation, tout de suite les cellules germinatives se mettent en route pour entamer la mitose et remplacer ces cellules pour la cicatrisation de la plaie ou traumatisme. Donc, quand on a les cellules, comme je vous ai parlé de bronzage, les cellules, quand on perd ce bronzage, on dit qu'il y a desquamation. Ils se détachent, se desquament. Et donc, on peut avoir tout ce que je viens de vous dire,
La peau aussi peut être sujette à des traumatismes divers. Leur génération, cicatrisation fait intervenir la mitose des cellules germinatives qui assurent le remplacement. Dès qu'on a un traumatisme ou une petite blessure au niveau de la peau, tout de suite les cellules germinatives qui sont bloquées en phase G2, tout de suite on entame la mitose pour le remplacement de ces cellules. Maintenant, on va parler de l'origine embryologique des épithéliums. Cette photo vous rappelle l'embryologie du premier semestre. C'est une photo qui illustre les 3 feuillets embryonnaires qui se sont installés chez l'espèce humaine vers la fin de la 3e semaine de la vie embryonnaire. On a l'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. Et rappelez-vous, on a parlé aussi de l'évolution de chaque feuillet avec les stades intermédiaires jusqu'à l'âge adulte. Maintenant, on va parler que des épithéliums, revêtements glandulaires. L'ectoblaste, rappelez-vous, quand il évolue, il va donner le neuroblaste et l'ectoblaste superficiel. L'ectoblaste superficiel, rappelez-vous, il recouvre la surface de l'organisme et va donner les dérivés cutanés chez l'adulte, à savoir l'épiderme. Le mésoblaste. Le mésoblaste, rappelez-vous, quand on a parlé de mésoblaste latéral, il est formé du paraxial, intermédiaire et latéral. Le mésoblaste paraxial va subir une métamérisation pour donner des somites. Eux-mêmes vont évoluer en sclérotome et en dermomyotome. Sclérotome va donner le tissu osseux. Sclérose, ça veut dire l'os. Tout ce qui est os. Et le dermomyotome, myos, ça veut dire muscle. Et muscle, ça veut dire, il va donner, le sclérotome va donner les corps vertébraux, donc il va donner tout ce qui est sclérose, mais une partie de ce sclérotome va évoluer pour donner le futur tissu conjonctif avec les parois, avec les différentes endothéliums. Alors que l'entoblaste, rappelez-vous, à la fin de la 3e semaine de la vie embryonnaire, on a un embryon plein sur une cavité unique, et ici le cytocèle. À partir de la 4e semaine, on a le phénomène de délimitation qui va délimiter une cavité qui est délimitée par l'entoblaste et va donner le futur tube digestif et appareil respiratoire, y compris les différents épithéliums de ces 2 armes. Maintenant, on a fait les caractéristiques générales des épithéliums. Toutes ces caractéristiques qu'on vient de voir, elles regroupent aussi bien les épithéliums de revêtement que les épithéliums de glandulaires, c'est-à-dire qu'ils se forment au niveau des glandes. Donc aujourd'hui, on va parler des épithéliums de revêtement. La prochaine fois, on va voir les épithéliums glandulaires et enfin, on va parler des glandes endocrines. Donc, on a 2 types d'épithéliums. Les épithéliums de revêtement, quand ils recouvrent la surface de l'organisme, mais les épithéliums glandulaires, quand ils ont une fonction de sécrétion. On les appelle épithéliums glandulaires. Et les épithéliums glandulaires, ils forment 2 types de glandes, on va le voir tout à l'heure, les glandes exocrines ou de l'indique, ou les glandes endocrines. Les épithéliums de revêtement, ce sont des cellules qui tapissent la surface de l'organisme, donc on l'a déjà dit. Il y a la surface de l'organisme qui forme l'épithélium, les cavités naturelles ouvertes ou fermées, qui sont dans l'épithélium de revêtement. Au niveau, comme la cavité buccale, la trachée, les bronches digestifs, on les qualifie de cavités ouvertes. Alors que pour les cavités fermées, c'est les cavités vasculaires. On a l'endothélium ou le mésothélium qui délimite, l'endothélium qui délimite les capillaires. Donc, il délimite une cavité fermée. Et tout ça, ce sont les épithéliums de revêtement. Le texte, vous l'avez en détail devant vous. Ces épithéliums de revêtement, pour les étudier, on a remarqué qu'il y a des différences entre les différents types d'épithéliums de revêtement. On a cherché les critères de classification et on a remarqué qu'il y a en principe 3
principaux critères de classification, pour bien les décrire. Ces critères sont, d'abord on s'intéresse à la forme des cellules, après on s'intéresse au nombre de couches cellulaires, on vient de le voir, il y a une seule couche ou plusieurs couches, et on remarque que certains épithéliums présentent une différenciation apicale, comme on l'a vu le premier semestre, qu'il y a des différenciations apicales, cils, stériocides, plateau strié, etc. D'accord? On va essayer de les classer selon d'abord les deux premiers critères, le nombre de couches et la forme des cellules. Pour la forme des cellules, d'abord, le nombre de couches. Vous avez ici, verticalement, c'est le nombre de couches, horizontalement, c'est la forme des cellules. Quand on a un épithélium simple, définition, je répète, la définition d'un épithélium simple, c'est un épithélium où toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Il y a des épithéliums unistratifiés parmi ces épithéliums simples. Ça veut dire une seule couche. On les voit bien. Et quand les cellules sont aplaties, dans ce cas, on parle d'un épithélium simple, pavimenteux, cellules pavimenteuses ou aplaties. Donc, épithélium simple parce qu'on a une seule couche cellulaire, cellule aplatie, pavimentée. Quand on a une seule couche de cellules et les cellules sont cubiques, maintenant pour définir pavimenteux cubique, on compare la hauteur par rapport à la largeur de la cellule. Quand les cellules sont beaucoup plus larges que hautes, on les qualifie de cellules pavimenteuses. Quand les cellules sont aussi hautes que larges, il s'agit de cellules cubiques. Et quand on a des cellules qui sont plus hautes que larges, beaucoup plus hautes que larges, on les qualifie de cellules prismatiques ou cylindriques. Pour parler maintenant d'épithélium, il s'agit d'un épithélium simple pavimenteux, simple cubique, simple prismatique. Quand on a maintenant plusieurs couches cellulaires, on parle d'épithélium stratifié ou pluristratifié. Et pour classer ce type d'épithélium, d'après la forme des cellules, du moment qu'on a plusieurs couches cellulaires, on se base uniquement sur la couche superficielle. D'accord? Par exemple, ici, on voit que la couche superficielle, elle est formée de cellules aplaties. Donc il s'agit d'un épithélium stratifié pavimenteux. Là, on a la couche superficielle, juste la superficie qu'on regarde, pour définir la forme des cellules. Il est cubique, donc il s'agit d'un épithélium stratifié cubique. Là, c'est donc, on peut dire bistratifié. Et quand on a la couche superficielle formée de cellules qui sont beaucoup plus hautes que larges, ce sont des cellules prismatiques, donc il s'agit d'un épithélium stratifié prismatique. Maintenant, on va s'intéresser à un épithélium qui a un aspect intermédiaire. C'est-à-dire, je vous l'ai défini tout à l'heure, c'est un épithélium. Donc, je le montre sur le schéma. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on l'a vu en biologie cellulaire, normalement vous l'avez vu en histologie. Quand on observe un tissu, un épithélium, au microscope optique, on ne voit pas les membres plasmiques. Parce que la membrane plasmique il est inférieur pour voir séparateurs au microscope. Sauf si on utilise des colorants. Si on n'utilise pas de colorants, qu'est-ce qu'on va voir au niveau d'un épithélium? On va voir que des noyaux. Et pour définir s'il s'agit d'un épithélium simple ou stratifié, on se base sur quoi? On se base sur le nombre de niveaux du noyau. Quand on a un seul niveau du noyau, c'est un épithélium simple ou unistratifié. Quand on a plusieurs niveaux du noyau, c'est un épithélium stratifié ou pluristratifié. Maintenant, on va passer au pseudostratifié. Pourquoi ce type d'épithélium, on le qualifie de pseudostratifié? À première vue, si on néglige ces limites cellulaires, on va voir qu'il y a un premier niveau ici, un deuxième niveau de noyau, un troisième niveau de noyau. Donc à première vue, c'est un épithélium stratifié. Mais comme le montre le schéma, toutes les cellules, quel que soit leur niveau, reposent sur la membrane basale, c'est-à-dire émettent des prolongements cytoplasmiques jusqu'au niveau de la membrane basale. Ça veut dire qu'elle répond à la définition d'un épithélium simple, c'est-à-dire toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Donc c'est un épithélium
simple qui a l'aspect de stratifié, d'où son nom, épithélium pseudo-stratifié. Il a l'aspect de stratifié. Et ce type d'épithélium, on le rencontre au niveau des voies urinaires. On va voir pourquoi on a qualifié de transition de type urinaire. D'accord? Maintenant, on va passer à quelques exemples pour voir si vous avez bien compris. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a deux schémas et une photo prise au microscope optique. Là, il s'agit d'un capillaire sanguin. On voit ici des noyaux. D'accord? Si je veux définir le type d'épithélium qui délimite la paroi, qui forme la paroi du capillaire, qui délimite le capillaire. Je vois les noyaux, il y a un seul niveau de noyaux et les noyaux sont aplatis. C'est ce qu'on voit ici. Noyaux aplatis, c'est-à-dire, là aussi, c'est une caractéristique qu'il faut savoir, c'est que pour savoir s'il s'agit de cellules pavimenteuses, prismatiques ou cubiques, je reviens sur ce schéma-là. Du moment sur la coupe histologique qu'on ne voit pas les membranes plasmiques. Comment on peut savoir, là c'est une cellule pavimenteuse, ça c'est une cubique, ça... On a vu ça en biologie cellulaire que la forme du noyau épouse la forme de la cellule, c'est-à-dire dépend de la forme de la cellule. Si la cellule est aplatie, le noyau lui aussi il est aplati. Quand la cellule est aussi haute que large, c'est-à-dire cubique, le noyau il est arrondi. Quand la cellule il est beaucoup plus haute que large, les cellules sont ovoïdes ou plus ou moins ovoïdes. D'accord? Donc ici, on voit le noyau aplati, donc il s'agit de cellules pavimenteuses. Une seule rangée de noyaux, c'est un épithélium simple pavimenté. On le trouve au niveau de l'endothélium, on le qualifie d'endothélium au niveau des capillaires. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit les cellules qui sont aussi hautes que larges. Par conséquent, noyau arrondi. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les noyaux arrondis. Une seule rangée de noyaux, donc c'est un épithélium simple, cubique, au niveau des tubes de Bellini, au niveau du rein. Ça, ce sont des coupes histologiques. Là, c'est au niveau des tubes contournés proximaux du rein. Regardez ici, cette partie-là, cette section des tubes contournés proximaux, qu'est-ce qu'on voit? On voit des noyaux arrondis, ce sont des cellules cubiques, et on a une seule rangée de noyaux. Donc c'est un autre exemple d'épithélium simple cubique au niveau des tubes contournés proximaux ou distaux du rein. Maintenant, au niveau de la vésicule biliaire, qu'est-ce qu'on voit? C'est une coupe histologique. Il n'y a pas de membrane, on ne voit pas les membranes plasmiques. Alors, il existe, mais ne sont pas lisibles. On voit que les noyaux. On voit que les noyaux sont plus ou moins ovoïdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules sont beaucoup plus hautes que larges, comme le montre ce schéma-là. Donc, il s'agit de cellules prismatiques. On a un seul niveau de noyau, tous les noyaux se ressemblent, donc c'est un épithélium simple, prismatique, au niveau de la vésicule biliaire. Maintenant, on va voir aussi ce type d'épithélium. On a ici une coupe histologique au niveau de la trachée, vue au microscope optique. On a ici une première rangée de noyaux, une deuxième rangée de noyaux, une troisième rangée de noyaux. Donc apparemment, c'est un épithélium stratifié. Mais, comme le montrent les schémas, au niveau de la trachée, toutes les cellules, quelle que soit leur localisation, quel que soit leur niveau, émettent des prolongements cytoplasmiques jusqu'au niveau de la membrane basale. C'est ce qu'on voit ici. On peut suivre cette cellule, la même chose. Ça veut dire qu'il s'agit d'un épithélium simple, du moment que toutes les cellules reposent sur la membrane basale, qui a l'aspect de stratifié. Donc c'est un épithélium pseudo-stratifié au niveau de la trachée. D'accord? Là, au niveau de l'épidédie, la même chose. Une coupe histologique au niveau de l'épidédie, une vue au microscope optique, on ne voit pas les membranes plasmiques. Une première rangée du noyau ici. Là, je reviens sur notre trachée, j'ai oublié de vous en parler. La scie génératrice. On voit qu'elle est là, par endroit, mais elle ne forme pas une ligne continue. Il n'y a pas de papier corial.
On va voir la même chose au niveau des pédidymes. Les pédidymes, vous avez une seule couche de noyau, première, deuxième couche, donc au moins 2 couches, c'est un épithélium stratifié, apparemment. Mais toutes les cellules, comme on ne peut pas dire là, toutes les cellules reposent sur la membrane basale, mais d'après la définition d'un pseudostratifié, c'est un épithélium qui repose, dont toutes les cellules reposent sur la membrane basale. Mais comment on peut le savoir sur des coupes histologiques? Rappelez-vous, on a dit qu'un épithélium simple, à savoir, toutes les cellules reposent sur la membrane basale, n'a pas besoin de papicorne, il n'y a pas de formation de papicorne. Un épithélium stratifié possède une papicorne, ça c'est la première différence. Donc ici on ne voit pas de papicorne, la même chose au niveau de la trachée. Deuxième différence, c'est que la cellule génératrice pour un épithélium simple forme une ligne discontinue de cellules en mitose au fond de l'épithélium, alors qu'un épithélium stratifié forme une couche continue. Donc, c'est la deuxième caractéristique générale, et que la deuxième caractéristique qui différencie un épithélium stratifié d'un épithélium pseudostratifié. Une troisième caractéristique, c'est en rapport avec le troisième critère de classification des épithéliums, c'est la présence d'une différenciation apicale. Quand on parle de différenciation apicale, ça veut dire cils, stéréocils, plateau strié, bordure-ambrose. Cette différenciation existe uniquement au niveau des épithéliums simples, à savoir les unistratifiés et pseudostratifiés. Ça veut dire qu'un épithélium stratifié ne possède jamais ce type de différenciation. Donc vous avez 3 critères de différenciation entre un épithélium stratifié et pseudostratifié. Premier critère, la présence ou l'absence des papilles choriales. Stratifié possède des papilles choriales, pseudostratifié pas de papilles choriales. Deuxième caractéristique, c'est l'aspect de la cellule génératrice. La cellule génératrice, elle est discontinue pour un pseudostratifié alors qu'elle est continue pour un stratifié. Troisième caractéristique, c'est la présence éventuelle d'une différenciation apicale. Quand il existe, c'est un pseudostratifié. Quand il n'existe pas, c'est en association avec les 2 autres caractéristiques, c'est un stratifié. D'accord? On voit ici l'épithélium de la vessie. Vous avez ici, c'est un pseudostratifié. On me montre le schéma, toutes les cellules, même cette cellule superficielle, elle émet des prolongements, comme le montre le schéma. Là, on remarque que du moment qu'il s'agit d'un pseudostratifié, quand les cellules se trouvent à proximité de la lumière, ils vont émettre des prolongements jusqu'au niveau de la membrane basale. Et par ces prolongements cytoplasmiques, les cellules prennent cette forme de raquette. C'est pour cela qu'on les appelle au niveau de la vessie les cellules en raquette. Donc là, cellules en raquette. Et là, ce sont les cellules basales, membrane basale. Et là, les cellules superficielles. Même les cellules superficielles, elles émettent des prolongements jusqu'au niveau de la membrane basale. Ce type d'épithélium, au niveau de la vessie, on l'appelle épithélium de transition. Pourquoi? Parce que c'est un épithélium qui change d'épaisseur selon l'état de la vessie. Quand la vessie est vide, ça veut dire que la lumière elle est rétrécie. On voit apparaître un épithélium avec une paroi épaisse. La paroi de la vessie apparaît plus épaisse. Au fur et à mesure que les urines arrivent dans la vessie, ça veut dire que la lumière de la vessie va s'élargir. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir un étirement sur cet épithélium et la paroi devient de plus en plus mince. Par exemple, si je prends cette cellule-là, là la vessie est vide, regardez, elle est là. Quand la vessie est pleine, elle est aplatie. La même chose pour cette cellule, la même chose pour cette cellule, et la même chose, etc. Ça veut dire que c'est un épithélium qui change d'épaisseur selon l'état de la vessie. Quand la vessie est vide, la paroi apparaît plus épaisse. Quand la vessie est pleine, la paroi apparaît plus mince. Et ce changement d'épaisseur, c'est très important, ce changement d'épaisseur se fait sans qu'il y ait changement du nombre de cellules. C'est-à-dire le nombre de cellules reste constant. Quand on a une paroi plus épaisse, on peut compter chez les spécimens 6 à 7 niveaux de noyau. Alors la vessie est vide. C'est ça. Quand la vessie est pleine, avec cet aplatissement, comme les cellules sont en raquette, il y a un étirement sur la membrane basale, il y a aplatissement des cellules, on peut compter 2 au maximum 3 niveaux de noyau chez les spécimens. Donc le nombre de cellules ne change pas, c'est juste la forme des cellules qui change.
Maintenant, on va parler des épithéliums stratifiés. Donc, on a parlé des épithéliums simples, à savoir unistratifiés et pseudostratifiés. Maintenant, on va passer aux épithéliums stratifiés. D'abord, on va parler des épithéliums stratifiés pavimenteux, dont la couche superficielle elle est aplatie. Et pour ce type d'épithélium stratifié pavimenteux, on a deux types. Il y a les non kératinisés et les kératinisés. On va d'abord parler des non kératinisés. Un épithélium non kératinisé, c'est un épithélium stratifié, donc on voit les papilles choriales. La cille génératrice qui est formée d'une couche continue de cellules en mitose. Directement au niveau de cette assise génératrice, on a plusieurs couches cellulaires polyédriques et qui forment l'ensemble de ces couches, forment ce qu'on appelle le corps muqueux de Malpighi. Arrive enfin la dernière couche superficielle qui est formée de cellules aplaties de son épithélium stratifié pavimenteux. Et la caractéristique du non kératinisé, on a deux critères de différenciation entre les deux, entre le non kératinisé et le kératinisé. Pour le non kératinisé, la première caractéristique, c'est que la couche des cellules aplaties, elle est homogène et formée de cellules toutes semblables. Et on a dit que l'épithélium se renouvelle en permanence, ce qui explique que certaines cellules de la cille génératrice sont en mitose, là vous voyez, c'est l'anaphase, d'accord? C'est-à-dire, dès qu'une cellule se détache, ce sont ces cellules à la base de l'épithélium qui vont les remplacer. Et la caractéristique du non kératinisé, c'est que la desquamation, c'est-à-dire le détachement des cellules, se fait avec un noyau, qui possède encore un noyau. Donc, deux caractéristiques du non kératinisé. La couche superficielle, elle est homogène, et la desquamation se fait par des cellules vivantes. On va voir ça ici. Vous avez ici le papier chorial, plusieurs couches cellulaires, présence de papier chorial, c'est un épithélium stratifié, le chorion, et là vous avez l'épithélium. La couche superficielle elle est homogène, donc c'est un épithélium stratifié, pavimenteux, non kératinisé. Au niveau de l'œsophage, première couche, on va voir les différentes couches. D'abord, on a le chorion, qui forme avec l'épithélium, la muqueuse. Sous l'épithélium, c'est le chorion, toujours. Séparé par la membrane basale au vitré. Rappelez-vous, on a parlé de ça en biologie cellulaire. Membrane basale, c'est son nom au microscope électronique, au microscope optique, on parle de vitré. C'est ce trait-là, qui est coloré ici en rouge, qui sépare toujours le chorion de l'épithélium. Première couche, directement sur la vitrée, la membrane basale. C'est la cille génératrice qui forme une couche continue. On voit bien qu'il y a plusieurs niveaux de noyaux, il y a des papilles choriales. Donc c'est un épithélium stratifié, la cille génératrice homogène. Après, on a le corps muqueux de Malpighi. Le corps muqueux de Malpighi, on va le voir tout à l'heure sur notre diapo, c'est un épithélium. Vous avez remarqué ici, on ne voit que des noyaux. Mais au niveau du corps muqueux de Malpighi, au microscope optique, mais en capillostologie, vous devez voir des limites cellulaires, même à faible grossissement. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce corps muqueux de Malpighi, l'espace intercellulaire est plus large. Il est pourvu de plusieurs stries, qu'on appelle les épines de Schultz, au microscope optique, qui correspondent aux desmosomes. Rappelez-vous, quand on a parlé du rôle des desmosomes en biologie cellulaire, je vous ai dit qu'au niveau de la peau, tout autour de chaque cellule, on a plusieurs desmosomes. Leur rôle, pourquoi? On n'a que des desmosomes. Parce que quand on reçoit un choc sur la peau, on a un étirement sur les cellules, et c'est grâce à ces desmosomes que les cellules restent jointies. Et comme ces desmosomes, on ne les voit pas ici, parce que pour mettre en évidence ces épines de Schultz, qu'on appelle le microscope électronique les desmosomes, il faut un grossissement plus fort qu'on n'a pas généralement sur un microscope ordinaire, un microscope optique, microscope mine à immersion, avec une goutte d'huile à immersion. On voit tout autour, je vais vous montrer tout à l'heure un schéma, des stries, comme des épines. D'où sont dans le corps muqueux de Malpighi, on l'appelle aussi couche spinocellulaire, c'est-à-dire qui contient des épines de Schultz. La même chose, vous avez ici, on va voir les différentes couches qui me coupent. Voilà. Ça, normalement, vous devez le voir en histologie. Au niveau de l'œsophage, vous avez ici la cille génératrice.
Ça, c'est possiblement maximum microscope ordinaire. De la cellule génératrice, il n'y a pas de membrane. On ne voit pas de membrane parce qu'on n'a pas. La membrane est inférieure. On répond aux caractéristiques de la membrane plasmique qui est inférieure pour voir cette partie microscope. Vous avez ici les papilles choriales. Là, c'est le corps muqueux de Malpighi. Rappelez-vous, corps muqueux de Malpighi, même au grossissement faible, on a les limites cellulaires qui sont visibles parce que chaque trait illustre la présence d'un espace très large qui dépasse le pouvoir séparation microscopique pourvu des primes du Schultz. Donc on voit qu'un seul trait qui montre que c'est le corps muqueux de Malpighi et les papilles choriales. Voilà les épines du Schultz. Plus fort grossissement au microscope optique 1000 à immersion qu'on appelle généralement sur le microscope ordinaire. Au niveau du corps muqueux de Malpighi, on a des espaces qui sont plus clairs, ici plus larges. Et de temps en temps, on voit des stries qui sont des épines du Schultz. Regardez ici. Non, il ne pas ici. J'ai une autre diapo sur la différenciation. On va voir les épines du Schultz. Ces espaces plus larges avec les épines, c'est le corps muqueux de Malpighi. Maintenant ici, on est à quel niveau? On est au niveau de la couche superficielle. De quel type d'épithélium stratifié? La couche superficielle, elle est homogène, desquamation avec des noyaux. C'est un épithélium stratifié, pavimenteux, non kératinisé. D'accord? Donc là, on voit les papilles choriales qui arrivent même à la surface de l'épithélium. La couche ici la platine pavimenteuse et la desquamation des cellules vivantes avec des cellules vivantes avec un noyau, c'est la lumière de l'œsophage ici. Et on remarque ici aussi que les papilles choriales arrivent jusqu'à la superficie de l'épithélium, des fois jusqu'au niveau des couches superficielles, les plus superficielles, les cellules pavimenteuses. C'est ce qui explique quand on se brosse les dents. Quand on se brosse les dents, parce que la cavité buccale est tapissée de même type d'épithélium stratifié, pavimenteux, non kératinisé. Et au niveau de la cavité buccale, on a ces papilles choriales qui arrivent jusqu'à la couche superficielle, ce qui confère cette coloration rosâtre à la cavité de l'épithélium, la cavité buccale. Et quand on se brosse les dents, on enlève quelques cellules épithéliales et on peut atteindre des fois quelques papilles choriales, ce qui explique le saignement de la gencive au moment où on se brosse les dents. Un autre exemple d'épithélium stratifié pavimenteux non kératinisé, c'est au niveau du vagin. Vous avez ici les papilles choriales, c'est un épithélium stratifié plusieurs couches cellulaires. La couche superficielle elle est aplatie, donc un épithélium stratifié pavimenteux. Toutes les cellules se ressemblent, donc elle est homogène. C'est un épithélium stratifié pavimenteux non kératinisé. Voilà, en résumé, on a une première couche, c'est la cellule génératrice. Une zone intermédiaire, c'est le corps muqueux de Malpighi qu'on appelle ici le couche spinocellulaire pourvu d'épines de Schultz, où les cellules sont liées par les épines de Schultz. Et la couche superficielle, il est formé dessus la platine pavimenteuse toute semblable, et la desquamation se fait par des cellules vivantes, c'est-à-dire que le noyau est toujours visible. Voilà, je vous remercie pour cette séance. J'espère que j'ai été très claire. Et on va voir la prochaine fois la suite de ce cours. Je vous remercie.